Bonsoir à tous. C'est un plaisir de terminer la journée et de démarrer la soirée avec vous sur BB24. C'est le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous. Nos invités ce soir ont comme profil un coach motivateur, un leader communautaire et bien évidemment un acteur culturel et pas des moindres. Vous allez les découvrir dans un instant et juste derrière la météo que voici. Vous avez donc compris, voilà donc le temps qu'il fera chez vous demain matin à travers, bien sûr, les prévisions météo que nous venons donc de suivre. Et pour le compte de ce soir, messieurs et dames, je serai avec Estelle Pazou au monde agricole, juste nous deux, pour parler des semences au Bénin. Retenez que c'est une filière vitale pour le monde agricole. Nous parlerons bien sûr des mauvaises habitudes. Oui, les mauvaises habitudes, nous en avons tous. Et le coach Marcel Effon nous informe ce soir qu'on peut donc s'en débarrasser. Mais restez donc avec nous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous pour découvrir les outils et techniques en la matière. L'hémophilie, parlons-en. C'est une maladie rare et qui vide les poches des personnes qui en souffrent. Restez donc avec nous pour vivre sur le grand rendez-vous le quotidien de ces personnes-là qui souffrent donc de l'hémophilie au Bénin. Un réalisateur, oui, mais un passionné de littérature. Il sera donc sur le grand rendez-vous ce soir. Claude Balogun nous plonge dans un instant dans l'Afrique des profondeurs. C'est le thème en tout cas d'une rencontre littéraire que l'auteur organise autour de son roman intitulé « Le Pacte ». Soyez donc au grand rendez-vous. Le grand rendez-vous, vous le savez, que c'est également la grande édition du Journal du Soir. C'est à 19h45. Nadège Sani est à la présentation ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir Siongaba. On se retrouve tout à l'heure à 19h45. Dites-nous déjà quel est le menu du journal. Merci à vous, Assim Gaba. Dans cette édition du journal, un administrateur des assurances opine sur les incendies répétés dans le marché d'Antokba. Il aborde les dispositions à prendre pour un dédommagement conséquent. Un enseignant-chercheur de l'université d'Adjara motive ses étudiants à avoir une ferme en étant fonctionnaire. Une équipe de la rédaction est allée à sa rencontre. Vous suivrez dans un instant les principales raisons de cette initiative. Des milliers d'abeilles élevées par une start-up aident les producteurs à booster leur rendement. Nous vous emmènerons dans cette édition à la découverte de ces abeilles.
Ah ouais, j'aimerais bien voir en tout cas ces étudiants-là qui sont donc motivés par leur professeur. C'est une nouvelle donne en tout cas dans le monde scolaire, dans le monde estudiantin béninois. On se retrouvera donc tout à l'heure à 19h45, Nadège Sani. Pour le moment, nous ouvrons nos plateaux. Oui, les plateaux, on les ouvre aujourd'hui par une note culturelle. C'est Horizon Culture. Horizon Culture, aujourd'hui, c'est bien évidemment intitulé l'Afrique des profondeurs. C'est quoi cette Afrique-là, l'Afrique des profondeurs? On va expliquer en tout cas ce groupe de mots dans un instant avec l'aide de Claude Balogun qui est d'ailleurs notre invité sur Horizon Culture. Mais avant, suivons déjà le roman qui est la base, même le socle de cette rencontre littéraire que l'auteur organise autour, déjà samedi prochain à Cotonou. Regardez. C'est un ouvrage suffisamment intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord que c'est un style assez fluide. Vous n'avez pas des mots savants dans le bouquin. Non, ce n'est pas le littéraire académicien qui a écrit le job. Voyez-vous, c'est un livre facile à lire, et avec des allures de conte. C'est normal, celui qui l'a écrit, même si on nous conseille en tout cas à l'école de ne pas confondre l'auteur, celui qui raconte, le personnage, etc. On sent en tout cas la présence de l'auteur dans cet ouvrage. Donc la forme du conte a pris quelque peu le dessus. Il s'inspire en fait sur un plan stylistique du conte. Il a les outils, il a les rudiments du conte pour pouvoir raconter l'histoire. Et quand on parle de rudiments du conte, en réalité, c'est la simplicité. C'est une histoire, c'est un récit qui est rendu simplement, qui est rendu du début à la fin de façon linéaire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir ramener les gens vers la lecture. Parce que tout ce qui est hermétique révulse les gens, les fait fuir. Et quand on voit la suite, la fin, on se demande une chose, est-ce qu'il faut vraiment se battre pour cette vie? N'oubliez surtout pas qu'il y a la mort qui nous attend. Et donc, quand les gens s'embêtent, se querellent, s'insultent, se créent des histoires, ça devient absurde à la limite. Et donc, je crois que c'est aussi un élément fondamental de promotion de notre valeur culturelle. Sensibiliser et éduquer. Et c'est d'ailleurs le rôle de la culture. C'est le rôle des biens culturels, c'est le rôle des services culturels. Services culturels comme le service de la littérature, le service de l'édition, le cinéma, ainsi de suite. C'est éduquer, sensibiliser et éventuellement divertir. Donc, c'est forcément un plus parce que le sujet dont il traite n'est pas un sujet importé d'ailleurs. C'est un sujet que nous vivons au quotidien. Le respect de la parole donnée, le sens de la famille, quelles que soient les épreuves, quels que soient les changements positifs ou négatifs qui peuvent intervenir dans la vie d'un individu, il doit pouvoir toujours savoir d'où il vient. Il doit pouvoir savoir ce qui est, ce qui était et comment composer avec ce qu'il avait pour pouvoir avancer. Voilà, on revient bien évidemment. La météo, c'est pratiquement à la fin que vous, donc vous l'aurez. Claude Balogun, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on va dire réalisateur, est-ce qu'on va dire auteur, écrivain, je ne sais pas. C'est beaucoup de gens, beaucoup de disciplines, beaucoup de casquettes culturelles désormais, Claude Balogun. Artiste. Ah oui, artiste. Tout court. Tout simplement. Tout simplement. Superbe. Alors, vous avez suivi deux critiques littéraires autour de votre livre, le roman Le Pacte. Qu'en dites-vous, vos réactions à chaud? Non, c'est-à-dire, c'est deux connaisseurs de la chose. Il s'agissait là de l'éditeur. De l'éditeur, et un éditeur ne peut jamais éditer un livre si son comité de lecture n'avait pas lu, n'avait pas validé, n'avait pas accepté. Donc, l'éditeur connaît bien de quoi il parle. Surtout qu'il est devenu actuellement le directeur des arts et du livre. Donc, il connaissait, il était dans son domaine, il était dans son marigot. Et là, il s'agit également d'un chroniqueur, d'un journaliste qui a eu le plaisir de présenter l'ouvrage au lancement du livre. Alors, celui qui présente un livre doit pouvoir lire de fond en comble ce document et connaître les tenants et les aboutissants de ce qui est dit. Alors, rapidement, je suis heureux que ces deux personnalités puissent opiner sur le livre que j'ai dû
écrire, puisque je me refuse d'être appelé écrivain, je suis un raconteur d'histoire. Voilà. Donc cette histoire qui a été racontée sur papier a été décortiquée par ces deux-là et je suis très heureux. Et vous avez lu vos objectifs, vos idées dans leurs propos? Mais bien sûr, le seul aspect dont ils n'ont pas vraiment parlé est celui dont on va discuter véritablement le samedi prochain. Le samedi prochain. Il s'agit bien sûr des profondeurs de l'Afrique. L'Afrique profonde. L'Afrique profonde. Pourquoi? Dites-nous. Je pense que l'initiative de ce débat ne vient pas vraiment de moi. Ah, oui. Il y a un groupe de jeunes écrivains et spécialistes en lettres qui ont l'habitude d'organiser dans l'enceinte de l'Institut français, l'IFB, des rencontres littéraires. Donc c'était dans le cadre des rencontres littéraires qui se tiennent régulièrement à l'Institut français que cela va se tenir. Et c'est certainement cette équipe de jeunes constituée de ASD et d'autres écrivains, et puis les responsables de l'Institut français, qui, à la lecture du roman, ont certainement identifié les aspects endogènes qui transparaissent véritablement dans le livre. Et puis, il y a des aspects plus pointus dont le pacte parlait déjà. Ce problème de Gaiman qui a emballé tout le monde, le Kennedy et toutes les histoires liées à la pratique mauvaise, de l'aspect mauvais véritablement du pacte, Oui. qui sont des prémices annoncées déjà dans le pacte. Donc vous avez compté tout ça déjà dans le pacte? Ben, écoutez, un écrivain ou un raconteur d'histoire, Oui. un griot, est témoin de son époque. Et c'est un observateur de la société. Lorsque la société bouge, il y a une mutation dans la société, je pense que c'est l'artiste, inspiré par les muses, qui très vite identifie les dangers qui arrivent. Et dans leur écrit, il transparaissent véritablement à chaque fois des choses déjà annoncées, des choses dénoncées. Et ce sont ces choses-là, si les autorités font attention, si ceux qui lisent, les lecteurs font attention, se disent déjà attention, tel auteur en parle déjà. Et des exemples, il y en a plein dans la littérature africaine et la littérature mondiale. Et pourquoi pas celle béninoise. Celle béninoise. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire, puisque vous avez évoqué le cas des Gaiman, Oui. parce que forcément, il y a un pacte qui Oui. se retrouve dans ces crimes rituels. Oui. Alors, est-ce à dire que c'est la conséquence de leur pacte avec cette divinité-là? Oui, je vais en arriver à cette question, mais il faut dire que ceux qui connaissent mes films et mes écrits doivent pouvoir savoir que je m'inspire beaucoup de l'endogénéité, de réalité africaine. Je fais partie de l'un des écrivains à dire que l'Afrique a véritablement ses classiques. On n'a pas besoin forcément de monter que les Britannicus ou les Cid et autres là pour faire cela. Nous avons besoin d'apporter notre culture à la mondialisation. Et notre culture, ce que nous pouvons apporter, c'est nos classiques. Et nos classiques, c'est nos contes. Et ceux qui connaissent le livre Ruedo doivent pouvoir savoir que le premier texte qui est Ruedo se base sur les réalités endogènes africaines. Et le deuxième également se base sur le respect de la tradition. Véritablement, le couple qui n'a pas su respecter la tradition et qui en a connu les conséquences. C'est la même chose dans la suite du roman qui a suivi, qui est le pacte. Alors, le pacte, pour moi, tout le monde est tout le temps et toujours dans les liens de pacte. Comment ça? De contrat. Toujours, tout le monde. Monsieur Assion, vous travaillez à l'ORTB, vous ne travaillez pas sans contrat. Et un contrat, c'est un pacte. Un pacte, c'est quoi? J'ai besoin de telle chose. Je demande à une entité de m'offrir cette chose-là et en contrepartie, j'observe telle chose. L'entité à laquelle vous vous adressez a des interdits. Je respecte les interdits, ça peut peut-être marcher. Je ne respecte pas les interdits et ça peut peut-être ne pas marcher. Ne pas marcher. Celui à qui, à l'église, on dit, va faire une prière neuvaine ou va faire un jeûne, c'est un pacte. Ça n'a pas un autre mot en français. Je vais prier la Vierge Marie parce que je vais à un examen. Alors, je demande quelque chose, mais j'offre ma souffrance personnelle. J'offre mon abstinence personnelle pour que la Vierge Marie puisse
me regarder avec magnanimité, m'offrir ce que je veux. Alors, celui qui, le Coran, celui qui va voir à la mosquée et on lui offre des colas, enfin, on lui demande, va offrir des colas aux mendiants à la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pacte. C'est un pacte. Il ne faut même pas qu'on cherche ça ailleurs. Et lorsqu'on parle de pacte, il ne faut pas forcément qu'on aille véritablement, simplement dans les religions endogènes pour trouver ce que l'on dit. Et c'est ce qui se passe aussi dans Même la religion. dans la vie de tous les jours, nous entrons toujours en pacte. Mais vous faites la cour à une femme. Oui. Ben, la femme ne va pas vraiment se livrer à vous lorsque vous ne lui garantissez pas un certain nombre de sécurité et de discrétion. Et cette sécurité et discrétion est un contrat que vous avez. Et lorsque vous arrivez à l'acte, et demain vous sortez dehors, et vous racontez que celle-là, je l'ai eu déjà, même si la dame ne dit rien, vous en ramassez les pots cassés. Parce que c'est un pacte entre vous deux et le destin n'aime pas ça. Ah oui. Et là, il faut donc respecter le pacte, on est obligé. Et lorsque vous n'en respectez pas, ben ça se passe un peu comme ce qui se passe dans mon livre. Dans votre livre. Et donc, dans les profondeurs, l'Afrique des profondeurs, c'est essayer de voir donc, les divinités qui sont liées, ou bien les différents types de pactes que nous avons, que nous lions en Afrique. C'est ça, en réalité. Lorsqu'on rentre dans la panthéon vaudou, oui. il faut faire très attention. Les divinités sont diverses. Et les pratiques sont diverses. Et les interdits sont divers également. Alors, il faut d'abord bien connaître les divinités, les entités avec lesquelles on rentre en contact pour mieux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pareil chez les hindous, hein, c'est pareil partout. Alors, donc, lorsque nous rentrons dans cette considération, même si on n'est pas adepte d'une divinité et on fait appel à cette divinité, on vous dira les interdits qui vont avec. Et ces interdits-là, si vous les respectez, peut-être que vous avez les solutions. Peut-être que vous n'aurez pas les solutions. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église et qui prient dans le dessein de réussir un examen qui véritablement réussissent. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a toujours... Mais dans ce cas, ça dit que le pacte n'est pas bien respecté ou n'est pas bien noué. Donc, ça dépend, parce que lorsque on doit réussir quelque chose, il faut bien la préparer. Okay. Dans quelles conditions vous étiez lorsque vous êtes allé à ce pacte? Et les conditions de ce pacte, est-ce que vous les avez bien réussi, respectées? C'est ça. C'est ça, c'est tout ça qui détermine. Mais après tout, bon voilà. Donc c'est clair, dans le roman, vous le savez bien, c'est un personnage qui était dans la souffrance totale, mais qui, à un moment donné, sous le conseil de son beau-frère, allait nouer un pacte. Au cours de ce pacte, il a été demandé un certain nombre d'interdits. Et il a été demandé un certain nombre de sacrifices vis-à-vis de sa femme. Alors, bon, les biens ont commencé à pleuvoir. Mais alors, la question se pose de savoir, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ça? Est-ce que la vie a-t-elle besoin de ça? Évidemment, c'est des questions. Maintenant, si on rentre dans l'Afrique des profondeurs, on se dira, oui, on fait ça et on arrive à là où on veut arriver. Mais lorsqu'on arrive là, comment on respecte le reste? Il faut assumer. Et si on n'assume pas, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Est-ce que si vous rentrez dans la panthéon vaudou, vous allez vous rendre compte qu'il y a les divinités qu'on appelle les roro, les jumeaux. Oui. Vous savez que les gens racontent toujours que lorsque un jumeau, l'un des jumeaux tombe malade, l'autre qui n'est même pas à côté de lui sent la maladie, la fièvre ailleurs. Mais ça se raconte et c'est une réalité. Et dans mon prochain film, ça va se savoir. Lorsque on verra une jumelle à qui on fait les scarifications ici, à Cotonou, toute petite, et sa seconde qui est en Europe, retrouve la manifestation de cette cicatrice sur ses joues. Sur ses joues. Ah ben, mais c'est une réalité africaine qui ne s'explique pas en Europe, mais qui aujourd'hui en Afrique doit pouvoir s'expliquer facilement. Voilà aussi les réalités. Les réalités des profondeurs de l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Claude Balogun. Donc, rendez-vous à l'Institut français. Le samedi à 16h. Le samedi à 16h. On y sera en tout cas, BB24, avec ses caméras pour donc filmer cette rencontre, ces échanges-là et les répercuter et vous les transmettre tout simplement, chers téléspectateurs. Merci. Si vous voulez aussi, faites donc le déplacement. Merci beaucoup, Claude Balogun. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Vous restez avec nous, puisque dans un instant, nous allons recevoir une leader
communautaire avec laquelle nous allons parler bien sûr du quotidien des hémophiles. C'est Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, aujourd'hui nous racontons le quotidien des malades, je veux dire des hémophiles béninois. Comment est-ce qu'ils arrivent à passer leur journée? Et vous allez comprendre tout simplement que c'est des personnes qui souffrent vraiment. Est-ce qu'il faut faire de l'hémophilie au Bénin une question de santé publique? On verra tout ça dans un instant. Pour le moment, nous suivons ce reportage qui vous fait découvrir tout simplement l'hémophilie. Regardez. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire, presque inconnue, mais pouvant être fatale. Les sujets qui sont atteints de cette maladie, lorsqu'ils se blessent, lorsqu'ils saignent, ce saignement met du temps à s'arrêter, ou alors ce saignement peut même ne pas s'arrêter et conduire à des circonstances très fâcheuses. Les hommes, eux, seront atteints de cette maladie lorsqu'ils sont porteurs de cette anomalie génétique. Par contre, les femmes, lorsqu'elles ont cette anomalie génétique, elles ne seront que des conductrices. Elles vont transmettre la maladie sans être malades. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays dans lesquels on enregistre des hémophiles. Nous avons sensiblement près d'une cinquantaine d'enfants ou de patients hémophiles qui sont actuellement suivis par nous. Le diagnostic est le point de départ d'un projet thérapeutique qui peut se révéler très coûteux dans l'environnement béninois. On estime annuellement la prise en charge d'un hémophile de l'ordre de 70 000 € à 300 000 €, ce qui nous fait des chiffres de l'ordre de la quarantaine de millions jusqu'à près de 304 millions. Ce n'est pas disponible. Ce dont nous disposons sous nos yeux pour prendre en charge ces patients, c'est le plasma frais. Dans chaque foyer, la maladie est constatée d'une manière différente. Le point commun est l'écoulement sans arrêt du liquide sanguin. Mon enfant a été circoncis à l'âge de 2 ans. Donc, je ne savais même pas qu'il était hémophile. On a tout fait, le sang n'a pas coupé. Dans le temps, j'ai dépensé au moins 300 à 50 000. Pour seulement la circoncision que j'ai fait à 5 000 dans le quartier, chez un médecin. C'est grâce aux déchirures qu'il a eues à la maison que le sang coulait. Et je ne savais pas que c'était hémophilie. Nous sommes allés à l'hôpital Kangezo. C'est pas là qu'il nous disait qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas traiter le cas, que de venir à Sénacheux. Et depuis le jour où j'ai mis pieds à Sénacheux, vraiment, si je veux dire, l'argent que j'ai dépensé, je suis déjà dans les 600 et quelques mille pour le cas de mon enfant. Aujourd'hui, une association béninoise des hémophiles a vu le jour et pourra l'accompagner dans la prise en charge de son enfant. On reçoit en plateau Madame Chimène Vignon, présidente de l'association béninoise des hémophiles. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Déjà, on a suivi l'élément, c'est vrai, mais comment vivent les hémophiles béninois? Je vous remercie. Et les hémophiles béninois vivent assez mal. Assez mal. Je préfère aller directement sur le vif du sujet. Oui. Si je dis assez mal, c'est parce que la prise en charge n'est pas abordable. Et en plus de ça, nous n'avons pas le traitement au Bénin. Le traitement de l'hémophilie n'existe pas au Bénin. Ça n'existe pas au Bénin. Ça n'existe pas. Et il y a des hémophiles béninois? Il y a des hémophiles. Et sur le plan national, nous estimons qu'il y a plus de 1000 personnes atteintes de l'hémophilie. Et c'est une maladie très rare qui est peu connue. Donc moi, je me dis tout le temps, je me suis lancée dans ce combat-là en me disant, l'hémophilie, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire de médecins et de quelques patients, non. Ok, c'est pour tout le monde. Mais quand vous dites que la prise en charge n'est pas abordable, ça coûte combien en réalité? Je n'ai pas envie de vous donner les prix, mais un paysan qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui n'a pas les moyens, va au CNHU, puisque c'est le CNHU seul qui s'occupe des maladies de sang, précisément le SMAS. C'est eux qui nous appuient,
c'est là où est basé le siège de l'association. Quand vous allez là, il y a des taux que vous devez payer. Et le simple président, moi je prends mon cas, parfois j'ai des difficultés, je n'arrive pas à prendre en charge mon enfant. Oui. Ah, vous avez un enfant qui souffre de l'hémophilie? Je suis déjà passée sur B24 plusieurs fois, j'en ai parlé. Oh, ok. Donc, j'ai eu un enfant hémophile. C'est ça qui me motive vraiment à aller de l'avant dans cette bataille-là. Donc, j'ai des raisons de vous dire que les hémophiles vivent assez mal. Mais nous menons des activités pour pouvoir prendre en charge ces hémophiles-là sur le plan national. Sur le plan national. Oui. Expliquez d'abord aux téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire en fait l'hémophilie? Comment elle se manifeste cette maladie? L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie héréditaire, ça se transmet de la mère au garçon. Au garçon. Et du père à la fille. À la fille. Oui. Wow. Et ce n'est pas des saignements, l'écoulement sanguin à longueur de temps répété. Et puis, quand vous naissez hémophile, vous mourrez hémophile. C'est un truc à mort. C'est une maladie à vie. On ne guérit pas de ça? On ne guérit pas de ça. On ne guérit pas de l'hémophilie. Quand vous êtes atteint de cette pathologie-là, vous mourrez avec cette pathologie. Et comment ça se manifeste? Oui, d'abord, quand le bébé naît, vous allez constater, vous, la maman, vous allez constater que déjà, à 4 pattes, il a des hématomes au niveau des genoux quand il marche à 4 pattes. Quand vous allez même faire des vaccinations à vos enfants, des IM ou bien au niveau des bras, vous allez remarquer qu'il y a des hématomes qui durent pendant plusieurs jours. Quand vous parlez d'hématomes, c'est quoi déjà? C'est des taches de sang? L'hématome, c'est l'accumulation du sang dans les vaisseaux sanguins. Et ça ne disparaît pas vite. Les mamans le savent. Quand vous allez faire des vaccinations à vos enfants, ça prend du temps. Et les infirmières nous disent souvent, prenez du paracétamol ou bien mettez du beurre de karité, ça va disparaître. Mais celle-ci ne disparaît pas comme ça. Ça prend du temps. L'hémophile, quand il est atteint de l'hématome, ça prend du temps et il faut normalement des facteurs pour pouvoir faire disparaître ces hématomes-là. Okay. C'est parce que l'enfant est en train de saigner à ce niveau qu'il y a hématome. Donc, il faut des facteurs. Or, les facteurs, ça coûte excessivement cher, ce qui n'existe même pas au Bénin. Au Bénin, au CNHU, là, nous nous débrouillons avec les poches de plasma. Les poches de plasma. Quand vous avez un saignement interne ou externe, dites-vous que vous avez affaire au plasma directement. Directement. On fait des transfusions. C'est pour ça que vous dites que ce n'est pas du tout abordable. Ce n'est pas du tout abordable. Et ce n'est pas que vous irez au CNHU comme ça, on vous dira de prendre qu'on doit vous transfuser. Non. Il faut d'abord diagnostiquer la maladie. Ça, ce diagnostic-là, vous diagnostiquez la maladie et c'est le médecin qui vous dit quel traitement il faut suivre. Par contre, le meilleur traitement, c'est les facteurs, ce qui n'existe pas au Bénin. Et selon les recherches, les facteurs coûtent par flacon de 1 kg 800 ou 900 000 francs. Quelle personne qui peut se procurer ces facteurs-là? Nous n'avons pas les moyens. Raison pour laquelle nous menons des démarches pour pouvoir obtenir ces facteurs-là de d'autres pays qui veulent bien nous aider. Des gens qui veulent vous aider, d'autres pays. Est-ce que vous en avez déjà en matière de soutien d'autres pays? Je dirais oui. Parce que l'association a été créée depuis 2015. Et en 2016, nous avons postulé à un appel à candidature, ce qui a apporté au Bénin une formation des médecins. Et quel était l'organisme qui avait lancé cet appel à candidature? C'est AFAT, l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. Donc, le Bénin a été sélectionné pour pouvoir bénéficier d'un programme. Et actuellement, le programme va durer 3 ans. Ils sont en train de former les médecins qui savent aujourd'hui diagnostiquer la maladie de l'hémophilie au Bénin. Donc, après cette étape-là, nous avons aussi postulé à l'adhésion à la Fédération mondiale. Si les résultats sortent et que le Bénin est sélectionné, nous pouvons avoir ces facteurs-là. Et c'est le service des maladies du sang qui nous accompagne. Et jusque-là, nous n'avons pas encore l'appui du gouvernement. On est tout seul, on s'occupe de l'association tout seul. Et les patients, à partir de ça, je peux déjà vous dire que les hémophiles vivent très mal. Assez très mal. Alors, en attendant, bien sûr, d'avoir ces résultats dont vous parlez, qu'est-ce que l'État peut faire de façon concrète aujourd'hui pour soutenir les malades hémophiles?
Pour soutenir les hémophiles, moi, j'aurais souhaité que le gouvernement jette vraiment un regard miséricordieux vers ces hémophiles-là et que la prise en charge soit abordable. Et je me disais aussi que si le gouvernement pouvait nous appuyer, les résultats de la Fédération mondiale seraient déjà sortis et on aurait ces facteurs-là. Parce que, vu que la maladie est peu connue, les enfants en meurent. Les enfants en meurent. Je fais des sensibilisations dans les écoles. Vous avez un hémophile, vous ne le savez pas. Vous le mettez à genoux. Quelques secondes après, il saigne dans les genoux. Vous tapotez votre enfant. Quelques minutes après, il commence à avoir des hématomes. Et vous allez vous dire certainement que c'est rien du tout. C'est une tante qui est au village, oui. Ou bien c'est la belle-mère qui est en train de faire saigner votre enfant. Oh, c'est archi faux, c'est une maladie. Ou bien, vous ne faites aucun diagnostic. Vous amenez votre enfant pour la circoncision. Vous circoncisez l'enfant et vous n'arrivez pas à maîtriser l'hémorragie. Vous perdez votre enfant comme ça. Après une hémorragie qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Les enfants qui souffrent de l'hémophilie, on ne les circoncie pas? On les circoncie, mais avant de les circoncire, il faut avoir du facteur à côté pour pouvoir maîtriser l'hémorragie. Ce que nous n'avons pas au Bénin. Ok. Donc, il y a plein de choses. Il y a des conseils que je donne quand je fais des sensibilisations. J'ai fait une phase de sensibilisation la semaine dernière. Oui. Et le 17 avril de tous les ans, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Au Bénin, nous avons prévu célébrer cette journée-là le 21 prochain. Le 21 prochain. Ça va se passer où? Au CNHU. Au service des maladies du sang, là. Okay. Donc, nous allons nous regrouper, partager encore plus d'informations. Et le thème de cette année, c'est partager nos savoirs nous rend plus forts. Donc, c'est le thème qui a été choisi cette année. C'est sous ce thème-là que nous allons partager la journée et faire aussi des réjouissances. J'en profite même pour vous inviter. Nous serons là, hein. BB24 sera bien évidemment là. À part donc ces activités de sensibilisation, que faites-vous d'autre toujours comme activité dans cette association pour soutenir les hémophiles au Bénin? Pour soutenir les hémophiles, je les reçois tous les vendredis par quinzaine. Tous les vendredis par quinzaine. Vous les recevez, vous leur donnez quoi? Non, des conseils. Okay. Parce que quand vous êtes atteint de cette maladie, votre vie prend un coup. D'abord, vous êtes rejeté par la société. Oui, quand je dis ça, c'est suite à des écoutes de quelques patients ou parents que je dis ça. Et ça dit qu'ils ont été renvoyés de leur maison, de leurs entreprises. Il y a des beaux-parents qui disent à leur gendre, pourquoi tu es allé prendre cette femme-là? Puisque c'est la femme qui transmet la maladie. C'est les chromosomes INS qui transmettent la maladie. Je ne suis pas métier pour aller trop dans ce détail-là. Oui, les chromosomes INS, parce que la femme n'a que deux INS. Deux INS et l'homme a INS et Y. Y, oui. Donc, vu que c'est la femme qui transmet la maladie, on dit, mais, ouais, nous ne disons pas. Bon, vie non dit vie il y a quelqu'un non dit amana Dieu doit. Donc il y a des choses que j'entends ou soit et on a mis quand nous non on soit nous tonkon. Donc certainement que c'est la femme même qui est en train de vouloir tuer son enfant et chaque fois l'enfant est en train de saigner. Chaque fois l'enfant est en train de saigner. Donc je me dis que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ce que j'entends les vendredis par quinzaine, je ne peux pas tout expliquer sur le plateau. Parce que si je le fais, c'est entrer dans le domaine privé des hémophiles, ce qui n'est pas trop bien. Mais je me dis qu'il faut faire quelque chose pour ces hémophiles. Psychologiquement, ils sont atteints. Il y a des gens qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à s'exposer, qui n'arrivent même pas à se marier, juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Oui. Et quelle serait la plus grande, bonne nouvelle pour vous, en tant que présidente de cette association, venant de la part du gouvernement ou de n'importe quelle autre association ou de n'importe quelle autre organisation? La plus grande nouvelle que j'aurais souhaité avoir, c'est qu'on ait les facteurs régulièrement au Bénin et que l'État nous aide à avoir ces facteurs-là. À part ça, un hémophile ne peut pas se procurer ces facteurs-là de 800 à 900 000 francs par kilogramme. Ça veut dire que si vous avez 20 kilos, vous devez vous procurer 900 000 francs par 20. C'est impossible. C'est impossible. Dans d'autres pays, les gens disent... Attendez, donc ce n'est pas kilogramme de poids du malade? Oui. Donc, moi, je me dis, si l'État pouvait nous aider, ce serait très bien. Parce que nous allons beau lutter, mais si nous n'avons pas les moyens, on ne pourra rien faire. Il paraît que dans les autres pays,
l'État essaie de prendre 1% des entreprises pour pouvoir aider les associations. Et la Fédération mondiale a aussi exigé quelque chose. Tant que vous n'êtes pas dans une association, vous ne pouvez jamais bénéficier de ces facteurs-là. Okay. Raison pour laquelle nous avons une association. Et les médecins, on s'appuie sur les médecins. Les médecins aussi s'appuient sur nous, les hématologues. Donc, tant qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de facteur. Et il doit y avoir nécessairement un hématologue qui doit nous parrainer. Et c'est le cas au Bénin. Donc, j'aurais souhaité que l'État vienne en aide à ces hémophiles-là pour l'obtention de ces facteurs, qu'on ait aussi un centre pour vous accueillir. Pour nous accueillir. Et ce centre-là, j'aurais souhaité qu'il y ait des jeux ou bien un centre de loisirs pour ces hémophiles-là. Parce que l'hémophile a droit à un sport. Surtout aussi. La natation. Le vélo et la natation. Merci beaucoup à vous, Madame Chimène Vignon. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et on espère vraiment que les autorités vont carrément se tourner vers vous et faire quelque chose pour la vie des hémophiles, pour qu'ils puissent quand même vivre, avoir droit également à une vie décente au Bénin. Merci à vous. Le grand rendez-vous. Cette fois-ci, je vais inviter sur le plateau Estelle Pazou. Dans un instant avec elle, nous serons ensemble au monde agricole. Monde agricole aujourd'hui, oui, bien évidemment, ça va parler des semences. Les semences au Bénin, il paraît que c'est une filière vitale. Sans ça, pas d'agriculture. Et donc, on en parle et on suit en avant-première déjà ce reportage. Sans les semences, il n'y a pas les produits à consommer. Premier intrant de la culture, les semences tiennent une place capitale, voire incontournable dans le système agricole. Constituées essentiellement de graines, de bulbes, de tubercules, de noyaux et de pépins, elles sont issues d'une partie de la récolte passée, réservée pour une culture prochaine. C'est nous-mêmes qui produisons, et tels que Grande Morelle et Amarante, et Chayo, que nous appelons basilic, et il y a d'autres que nous-mêmes nous produisons. Aujourd'hui, les moyens d'obtention de la semence divergent selon les cultures. Les autres produits, ça vient de l'Europe, aux Pays-Bas, en France, tels que les laitues, c'est-à-dire les salades, les carottes, un peu de tout. Face à la non-disponibilité de certaines semences au niveau local, les agriculteurs éprouvent certaines difficultés. Difficultés en ce sens que surtout les produits qui viennent de l'Europe. Parce que les méthodes de conservation, des fois, on n'a pas le résultat. Les pépinières que nous faisons, nous n'avons pas les 80% de germination. Il est souhaitable que les chercheurs orientent leurs travaux sur les techniques de production de semences de toutes les plantes cultivées au Bénin, car un pays qui ambitionne l'autosuffisance alimentaire doit pouvoir assurer la production de ces semences. Retour en plateau, et cette fois-ci avec Estelle Pazou. Oui, on est seul au monde agricole aujourd'hui. Nous sommes seuls au monde. On peut le dire comme ça, Estelle? Non, non. Bonsoir. Bonsoir, Assem. Seul au monde agricole. D'accord, mais pas seul au monde. D'accord. Alors, ça parle aujourd'hui des semences. Est-ce qu'on peut déjà commencer par définir ce que c'est que la semence? Oui, je vais définir, mais je vais juste apporter un plus à ce qui a été déjà dit dans le reportage, puisque à l'entame, on avait déjà bien défini la semence. Ce sont des graines, des boutures choisies pour être semées. C'est la graine que l'on sème en vue d'une récolte, et c'est le premier intrant de l'agriculture, de la culture. Premier intrant de l'agriculture. C'est-à-dire que sans les graines, on ne pourrait pas prétendre à une récolte. Il faut d'abord planter la graine dans la terre pour espérer une récolte. Oui, comme quoi, qui n'a pas cotisé n'a pas droit
À quoi? À la fête. Ah oui. Ça, je n'en sais rien. No contribution, no drink. Ici, vous ne cotisez pas, mais quand il y a fête, vous êtes là. Ici? Oui. Ah bon? Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne fête jamais. Alors, qui peut produire la semence, Estelle? Le producteur semencier est une personne agréée, détentrice de la carte professionnelle, délivrée par une structure compétente habilitée. Ah, donc ce n'est pas n'importe qui produit non, la semence? Non, n'importe qui ne peut pas produire la semence parce qu'il y a des règles en la matière à respecter pour produire la semence. Et donc, n'importe qui ne peut pas se lever aujourd'hui pour produire la semence. Même si on a entendu dans le reportage des maraîchers qui ont dit qu'ils produisent eux-mêmes la semence, normalement, tout le monde ne peut pas produire la semence. Et ça, c'est... Bon, il y a donc des réglementations qui encadrent... Oui, il y a des règles à respecter chaque fois qu'on doit produire de la semence. Enfin, moi, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais je sais qu'en matière de production de semences, il y a des règles et des normes à respecter. Des normes à respecter, ça veut dire qu'il faut donc une organisation. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a une filière semencière au Bénin? Absolument. Si nous arrivons à planter les graines et que nous nourrissons, c'est qu'à coup sûr, il y a une filière semencière au Bénin. Mais il faut d'abord rappeler que l'émergence des systèmes de production agricole de plus en plus intensifs repose avant tout sur l'utilisation des semences de bonne qualité. Il s'agit des semences issues de variétés à haut potentiel, adaptées aux contraintes environnementales et dont les produits répondent aux exigences des consommateurs et des utilisateurs. Et déjà en 2015, le Bénin a décidé de mettre en place une politique semencière moderne, cohérente, conséquente et adaptée à son environnement socio-économique. Et en 2016, le Bénin toujours a élaboré un document de politique semencière nationale. Donc, il existe bel et bien une filière semencière au Bénin. Au Bénin. Alors, dirigé certainement par l'INRAV, le ministère de l'Agriculture. Oui, mais à part, oui, il y a plusieurs structures, plusieurs unités de production de semences au Bénin. Bon, on ne va pas faire de la publicité ici, mais le projet Songhai produit des semences. Et à Glajoué, il a été mis en place un système de production de semences certifiées de riz. Et en 2006, le Bénin a adhéré à la plateforme Waxis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil d'échange d'informations en ligne sur les semences agricoles. Et son rôle, c'est de corriger les insuffisances dans l'accessibilité des informations sur la semence. Et déjà, on peut dire que le taux d'utilisation des semences sélectionnées est autour de 15 à 17%, dont environ 30% pour les semences améliorées de maïs et 12% pour les semences sélectionnées de riz. Et c'est peut-être une des raisons qui explique le faible niveau de productivité et de production de l'agriculture béninoise. C'est dire que les semences ne sont pas disponibles en quantité au Bénin. Et du coup, donc, ceux qui n'en ont pas essaient de trouver quelque chose à semer. Ben, ce ne sont pas vraiment des semences qui peuvent vous donner de très bons rendements. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi le maraîcher disait dans le reportage qu'eux-mêmes, ils produisent les semences de grande morelle, du tchayo qu'on appelle communément basilic. Les semences ne sont pas en réalité disponibles au Bénin. Et donc, il serait mieux de penser à organiser la filière. Parce que quand vous prenez par exemple la carotte, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir cette semence-là au Bénin. Alors qu'on sait que les Béninois consomment la carotte. Les feuilles de laitue, le poivron et autres, là, c'est des céréales. Non, pas des céréales, des produits maraîchers que nous consommons en quantité au Bénin. Mais il reste que nous n'avons pas encore les semences là. Quand vous prenez par exemple le manioc, on peut avoir les boutures de manioc chez nous, c'est possible, le piment dans une certaine mesure, mais il reste qu'il y a d'autres cultures dont nous n'avons pas encore les semences. On a juste une minute pour aborder les défis de la filière semencière au Bénin. Bon, d'abord, il faut commencer à produire des semences de qualité parce que c'est ça qui garantit une agriculture de qualité, des produits de qualité et surtout répondre aux besoins des agriculteurs, ceux-là qui sont dans la quête de la semence, sans quoi ils ne peuvent pas produire. Et aussi contrôler la qualité des semences importées, puisque je viens de dire tout à l'heure que nous n'avons pas toutes les semences chez nous au Bénin, nous en importons. On en importe. Oui. Et donc il faut veiller à la qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère des OGM, ce qui n'est pas vraiment bien pour la santé, et tout ceci pour améliorer la production
agricole. Je vais peut-être dire quelque chose, comme le chef là a pu contrôler les médicaments, il faut qu'on ait également une infrastructure de contrôle qualité au niveau des semences aussi. On en a vraiment besoin pour être sûr de ce que nous mangeons, ce que nous consommons au Bénin. C'est l'heure du journal, hein, sur le grand rendez-vous. On va retrouver Nadège Sani pour la présentation. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Octobre 2016, avril 2018, deux dates gravées dans la mémoire des commerçantes du marché d'Antokba. À chaque sinistre, sont dégâts matériels et la question du dédommagement se pose avec acuité. Que faut-il faire donc? Vous en saurez davantage. Être fonctionnaire et avoir une ferme, la pratique tend à rentrer dans les habitudes. Un enseignant-chercheur du centre d'Adjara réussit à inculquer cet esprit entrepreneurial à ses étudiants. Elles ne produisent pas de miel, mais sont championnes de la pollinisation des cultures. Ces abeilles appelées osmies sont utilisées de manière artisanale pour doper le rendement des agriculteurs dans le département de Lot-et-Garonne. Dans la nuit du dimanche au lundi 16 avril 2018, une partie du marché d'Antokba a été consumée par un feu dont on ignore juste là les vraies causes. Après cet incendie, une équipe de BB24 a fait un tour sur les lieux pour constater les dégâts au plan économique. Roland Chidime, Anthony Alaka. 31 octobre 2015, 16 avril 2018. Dans l'intervalle de moins de 3 ans, 2 incendies s'abattent sur le marché d'Antokba. Cette fois-ci, c'est une partie du marché des vivres qui est partie en feu. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du génie militaire déployés sur le terrain, plus d'une 50aine de boutiques sont parties en fumée sur une superficie de 4000 km². Nous mettons du temps au magasin. On a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a dans le magasin a brûlé. Moi, j'étais même à Parakou quand on m'a appelé et je suis revenue. Je n'ai rien trouvé. Pour le directeur de la Sogema, l'incivisme des femmes du marché serait la cause de cet incendie. Les dégâts matériels enregistrés seraient estimés pour le moment à 287 millions de francs CFA pour 175 sinistrés enregistrés en 2 jours. On a tous octroyé des prêts. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous avons des familles à nourrir. Cette situation nous dépasse. Seules les autorités peuvent nous apaiser. La plupart des boutiques du marché sont construites en matériaux précaires comme les bois secs, les tôles rouillées, les sacs de raffia qui sont facilement inflammables. En moins de 3 ans, le feu a dicté sa loi à 2 reprises au marché d'Antokba. À chaque fois, la question de l'assurance des marchandises revient sur le tapis. Et même si, pour le moment, la question ne s'y prête pas, on se demande si les commerçantes avaient assuré leurs marchandises. Un administrateur des assurances répond à la question et aborde par la même occasion les dispositions à prendre pour un dédommagement conséquent. Auréole Ayeyon, Estelle Pazot. Détresse, lamentation, peine, il en faut peut-être bien plus pour décrire l'état d'âme de ces femmes commerçantes du marché d'Antokba qui ont vu toutes leurs marchandises partir en fumée. Des efforts de toute une vie perdus dans les flammes et qui ne suscitent que des interrogations. Comment recommencer? Comment être dédommagé? Et pourtant, il aurait fallu un seul geste pour éluder ces questions, assurer sa marchandise. Ben, si ces marchandises étaient assurées, ces commerçants ou bien ces bonnes dames vont déclarer le sinistre à l'assureur. L'assureur va commettre un expert pour évaluer les dommages
et chercher si possible l'origine de ce sinistre-là. Et dès lors que l'expert dépose son rapport, l'assureur indemnise les victimes, suivant les contrats préalablement établis entre ces victimes et l'assureur. Malheureusement, on n'en est plus là. Le mal est fait et il faut désormais parer à toute éventualité. C'est de sensibiliser davantage et si possible demander à l'État de rendre obligatoire l'assurance incendie pour tous nos commerçants de nos marchés. Un point très important à relever tout de même, c'est la responsabilité des deux parties que sont l'État et les commerçants du marché. Ce n'est pas à l'État d'assurer le marché. L'État impose aux commerçants d'assurer leurs activités. Donc chaque commerçant assure son activité, son commerce. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les commerçants grossistes ou détaillants peuvent assurer leurs marchandises. La démarche, c'est d'aller vers un assureur pour remplir les formalités. On n'a pas besoin d'aller à l'école, de savoir lire et écrire, mais elle se fait assister de quelqu'un qui puisse l'aider. Même l'assureur peut l'aider à répondre à ces questions. Je pense qu'en 1-2 heures maximum, on peut assurer une marchandise, on peut assurer un commerce. Pourvu que le potentiel assuré donne les bonnes réponses. 1 ou 2 heures pour assurer son commerce, tout ce qui a manqué aux commerçantes de Dantokpa qui ne savent encore à quel saint se vouer. Des fonctionnaires entrepreneurs de plus en plus dans la création et l'installation des fermes avec à la clé la culture de plusieurs variétés de spéculation. C'est le cas du docteur Akindele, enseignant-chercheur au centre universitaire d'Adjara. Avec ses pairs, il a réussi à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à la plupart de ces étudiants qui aspirent aussi de se lancer dans la création de leur propre ferme après leur formation. C'est le premier numéro d'une série intitulée Le fonctionnaire fermier. Reportage Mathieu Sokenou, Dieudonné Abimbola. On peut se croire avec une chorale, mais détrompez-vous, ce sont les étudiants en géographie physique du centre universitaire d'Adjara. Ils chantent l'hymne de l'entrepreneuriat. Éveillons notre conscience pour un lendemain meilleur. L'entrepreneuriat, le docteur Akindele Akibou en a fait son cheval de bataille. Parallèlement à sa fonction d'enseignant de géographie environnementale, il s'est donné pour vocation de travailler la terre. J'ai démarré par la production du lapin. J'ai fait la cuniculture. J'étais déjà jusqu'à 50 têtes en termes de lapine mère. J'ai produit également de la papaye sur près d'1 hectare. Je rêve d'être un grand producteur et que mon champ de production soit un champ école. Et que mes cours se déroulent, n'est-ce pas, dans ces champs-là, pour qu'on puisse toucher de doigt maintenant les différentes réalités au lieu de rester simplement calé dans les amphis pour dire bon, quand ça flétille, c'est qu'il y a manque de... Non, il faut qu'on aille constater sur le terrain. Nous sommes sur la ferme du centre universitaire d'Adjara. Des étudiants en géographie physique et non en agronomie ont conscience de leur capacité à produire et à créer de richesses. Lucrèce et Sharafat, par exemple, ont fait l'option de produit en phase expérimentale du gombo. Dans le marché, nous avons constaté que la demande de gombo est très forte, raison pour laquelle nous nous sommes approchés de notre chef de département et ensemble, on a fait cette production-là. Par jour, des fois, on vend jusqu'à 20 000 par jour. Le minimum, si le marché ne coule pas. Mais s'il y a l'écoulement du marché, on va jusqu'à 40 000. L'espace d'expérimentation s'étend sur 4 hectares avec la production de la papaye, du vernonia ou encore de la banane. En 2017, pour la phase expérimentale, les étudiants ont commercialisé plus d'1 tonne de papaye. Blandine, elle, prépare son mémoire de licence sur la production de la pastèque. Son rêve, devenir la plus grande productrice de ce fruit dans toute la commune. Pour s'approvisionner en pastèque, eux là, ils se déplacent jusqu'à Ouida, Semelaba, pour s'approvisionner en pastèque, pour pouvoir les vendre. Donc, pour réduire un peu leur distance, j'ai décidé de faire ça sur la ferme ici, pour que la population d'Adjara puisse facilement s'approvisionner en ça pour leur consommation. Et c'est ce que nous devons
faire autant que nous sommes. Parce que ça s'impose à nous tous aujourd'hui, hein, puisque le fonctionnariat ne marche plus. Nous sommes obligés d'aller vers, n'est-ce pas, l'auto-emploi. Et ça passe par l'entrepreneuriat. Ces étudiants ont désormais les yeux tournés vers l'entrepreneuriat agricole. La logique du docteur Akindele Akibou et de ses pairs, c'est de former des diplômés opérationnels, ou du moins des fonctionnaires fermiers. Le Zimbabwe envisage la vente des actions de 35 de ses entreprises dans le cadre de son programme national de relance de l'économie. Selon les informations révélées, les ventes devraient concerner la caisse d'épargne, certaines entreprises spécialisées dans la communication et 17 entreprises minières. Cette nouvelle décision devrait permettre au pays de réduire les dépenses afin de relancer une économie plombée par des dettes et des années de mauvaise gestion. L'Algérie envisage de porter à 25 000 MW sa puissance électrique d'ici 2025. Le pays compte ainsi mettre en place environ 1500 MW de centrales électriques chaque année. Selon les responsables, une fois les besoins électriques nationaux comblés, le pays envisage d'exporter le reste de son énergie. Les pays en tête de la liste pour cet échange sont actuellement la Tunisie et la Libye. En France, une start-up installée dans le Lot-et-Garonne aide les agriculteurs à améliorer leur rendement en plaçant sur leurs exploitations des abeilles solitaires qui ne produisent pas de miel, mais qui sont des championnes de pollinisation des cultures. Reportage. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur deux fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée, pour être opérationnels pour la saison suivante. La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'osmie la doit à ses caractéristiques physiques. L'osmie est dotée d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, 12h45. Allez, merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation. On vous retrouve donc demain à 19h45 sur le grand rendez-vous. Je rejoins plutôt Estelle Pazou pour la suite de Monde agricole. Et nous parlions, Estelle, de semences agricoles et vous aviez dit qu'il faut donc plus d'efforts en matière de production des semences au Bénin. Alors, est-ce qu'on peut déjà citer quelques initiatives pour avoir des semences de qualité au Bénin?
Oui, Assume, il y a quelques initiatives qu'on peut citer pour avoir des semences de qualité au Bénin. On va commencer par la formation. Parce que je disais tantôt que tout le monde ne peut pas prétendre produire des semences parce qu'il y a des conditions et des normes à respecter. Et donc, il serait mieux de former les agriculteurs, je ne dirais pas tous, mais ceux-là qui veulent bien se lancer dans la production des semences, il serait bien de les former à savoir comment produire des semences. Et la recherche aussi peut s'intéresser à la production des semences parce que vous savez aujourd'hui, l'important dans l'agriculture, c'est le rendement. C'est le rendement. C'est le rendement. Et donc, on peut mettre en place des semences de qualité qui pourraient avoir, ou sinon qui peuvent avoir un bon rendement à l'hectare ou enfin, à quoi je ne sais. Voilà, c'est souvent à l'hectare que ça s'évalue. Mais que faire face au changement climatique, parce que c'est une question fondamentale aujourd'hui. Il y a le réchauffement climatique. Que faire en matière de création, de production de semences? Alors, je pense que ça, c'est une question à laquelle la recherche peut bien répondre parce que de plus en plus, sinon de façon fréquente, les chercheurs mettent en place des semences qui résistent au changement climatique. Et donc, la recherche peut faire dans ce sens-là et mettre en place des semences qui résistent au changement climatique ou bien des semences qui ont une durée moyenne, un cycle court, voilà. Ne pas forcément mettre en place des semences qui ont un cycle long et qui ne favorisent souvent pas la récolte. Voilà, cycle court qui demande moins d'eau aussi, moins d'intrants aussi pour pouvoir donner de très bons rendements. C'est autant d'initiatives que la recherche peut mettre en place pour favoriser la production des semences. Et il y a aussi une plateforme semencière de l'Afrique de l'Ouest qui réunit tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui réfléchissent à la production des semences et qui sont résilientes au changement climatique. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déjà importer, je pose la question, est-ce qu'on peut importer toutes les semences au Bénin et avoir de bons rendements? Je ne pense pas qu'on puisse importer toutes les semences. Si on prend l'exemple de la pomme que nous importons, je ne parle pas de notre pomme à nous. La pomme que vous aimez manger. Et que vous aimez manger aussi, Assume. Si on prend cet exemple-là, je ne pense pas qu'on puisse importer cette semence et mettre la graine en terre pour avoir cette plante-là. Parce que toutes les terres ne sont pas propices à toutes les cultures. Et donc, on ne peut pas importer toutes les semences. Ce qu'on peut faire pour consommer des pommes de qualité, c'est juste avoir un contrôle au niveau de ces pommes-là qu'on nous envoie, si elles sont propices, sinon propres à la consommation. À la consommation, tout simplement. Oui. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. On a fini donc de parler de semences. J'espère bien que très prochainement, vous allez nous amener un expert. Et là, je vais comparer les propos. C'est justement ce que j'allais vous dire. Moi, je suis journaliste et je suis simplement ingénieur agronome à mes heures perdues. Et donc, je n'ai pas forcément toutes les informations et ce serait bien, comme vous dites, de venir ici sur le plateau avec un ingénieur agronome pour aller plus dans les détails. Dans les détails. Oui. Je vais comparer les propos en tout cas. je vous le promets. Merci Estelle et très bonne soirée à vous. Merci. On se dit à mercredi. À mercredi, bien évidemment, à mercredi. Allez, la suite du grand rendez-vous, c'est avec l'expert, le coach Marcel Effon, dans un instant. Les mauvaises habitudes, nous en avons tous. Et là, le coach Marcel Effon nous dit ce soir qu'on peut donc s'en débarrasser. Mais comment? Les outils et techniques à vous sur le grand rendez-vous. Bonsoir coach. Bonsoir M. Gaba. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation et surtout d'accepter intervenir sur ce sujet, mauvaises habitudes, comment donc s'en débarrasser tout simplement. Alors, on se demande quelle habitude ou quelle attitude on peut donc qualifier de mauvaise. Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même féliciter ces téléspectateurs qui n'arrêtent de bousculer nos lignes, qui n'arrêtent de nous bousculer par des réseaux sociaux parce que
avoir eu des informations, ont décidé quand même à chaque fois de changer quelque chose dans leur vie. Étant un spécialiste de la question, je sais que ce n'est pas facile, mais ceux qui restent sur le ring et continuent alors de se bousculer réussissent toujours par venir à des résultats qu'ils désirent. Donc félicitations à eux. C'est à eux que je dédie cette émission d'ailleurs. Merci. Et j'en profite pour revenir à votre question, à savoir quels sont les différents domaines dans lesquels ou quels sont les types d'habitudes qu'on est obligé parfois de changer. Il y a des gens, par exemple, qui sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus, par exemple, arrêter de boire tous les jours. Alors que dans d'autres contextes, boire peut être quelque chose de très bien. Boire de l'alcool peut être quelque chose de bien, très bien, mais lorsque vous en abusez, que vous ne pouvez plus, alors vous déconnecter de cette chose peut devenir très nuisible pour votre organisme et par ricochet pour votre santé. Donc, ne pas pouvoir alors se détacher de l'alcool dans une certaine mesure est une difficulté à changer d'habitude. Il y a des gens qui fument, qui se retrouvent très bien avec la cigarette, mais lorsque ça dépasse un certain niveau, ça peut devenir très compliqué pour la vie de santé. Donc c'est difficile parfois effectivement de se déconnecter du tabagisme et ça devient un problème. Il y a beaucoup d'autres habitudes auxquelles nous n'arrivons pas, malgré notre volonté, à nous détacher, comme par exemple l'habitude de venir en retard, par exemple au travail, l'habitude de rentrer tard à la maison, l'habitude par exemple de trop manger. J'ai l'habitude de dire aux gens parfois, le diable qui vous empêche alors de réaliser ce que vous voulez réaliser, le diable est dans la nourriture que vous mangez tous les jours alors que vous allez le chasser à l'église. Comment ça? Oui, mais c'est tout à fait simple. Oui. Il y a dans le cycle digestif, il y a un certain nombre de temps. Par exemple, lorsque vous prenez un repas, le repas doit faire passer à une autre étape jusqu'à ce que ça devienne de l'énergie, vous carburez, vous l'utilisez, et également pour motiver vos neurones à travailler. Mais il peut arriver qu'on en donne beaucoup plus que l'organisme en a besoin. Et ça devient du travail matériel d'abord, parce qu'il faut que la langue et les dents fassent leur travail, qui prend beaucoup de temps. Maintenant, quand l'aliment rentre dans vos intestins, il faut encore du temps pour sa digestion. Mais si vous passez tout le temps le charger, alors vous allez passer juste votre vie à manger, à digérer, plutôt qu'à aller travailler, parce que ça aussi c'est un travail. Donc, plutôt que d'aller chasser le diable, il faut se poser la question comment changer d'habitude pour ne plus manger comme vous avez l'habitude de manger. Et donc, vous dites tout simplement que les mauvaises habitudes, trop fumer, en fait, est-ce que c'est dépasser la normale? Alors, nous ne pouvons pas avoir la prétention de définir les critères d'exagération ou de mesure alors des habitudes des gens. Mais ce que nous qualifie de mauvaises habitudes, c'est ce que vous faites qui ne vous permet pas d'avoir le résultat que vous attendez. Vous voulez prendre par exemple un verre de whisky pour pouvoir bien manger. Mais quand vous prenez le verre de whisky, vous continuez jusqu'à ce que vous vous saoulez. Au départ, votre objectif n'est pas de vous saouler, c'est de prendre peut-être un verre de whisky pour pouvoir bien manger. Mais à force alors d'en prendre, ça devient l'habitude. Vous créez ce que nous on appelle des voies neurales. Les voies neurales, c'est des lignes qui quittent vos terminaisons nerveuses et qui relient le cerveau. Et à chaque fois que vous avez des habitudes, que vous répétez ces habitudes-là, alors ces voies-là deviennent très grandes et vous ne faites plus trop d'efforts avant de passer ces informations de vos systèmes et de vos neurones vers le cerveau. Donc du coup, quand le cerveau, lui, il reçoit l'information, donc il se contente juste de donner des ordres à vos organes pour qu'ils puissent commencer à travailler. Comme par exemple, se lever pour aller vers le réfrigérateur pour prendre le repas, c'est une commande qui a été reçue, mais tellement cette commande a été répétée dans le temps que ce n'est plus difficile pour le cerveau alors de vous donner des ordres de vous lever pour aller poser cet acte. Mais en posant cet acte, vous n'êtes pas content de vous. Mais c'est parce que cette voie qui quitte vos terminaisons nerveuses, mais qui relie le cerveau, est tellement grande que vous ne faites pas d'effort pour vous lever. Par contre, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais qui sont très importantes dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Mais puisque vous n'avez pas eu le courage de répéter ces choses-là dans le temps, alors les canaux qui communiquent cette information au cerveau sont très restreints et n'arrivent pas alors à aller vers la phase de la mise en branle des organes pour que vous puissiez passer à l'action. Alors, coach Marcel Lefond, cas pratique, vous avez l'habitude de le dire sur ce plateau, qu'à partir de 20h, de ne pas manger, de s'abstenir carrément de manger. Mais il y a plusieurs téléspectateurs qui m'appellent souvent pour dire mais ce que dit ton coach là, vraiment c'est difficile à réaliser. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise habitude déjà? Oui,
la chose, il faut toujours partir aux fondamentaux. On a défini la mauvaise habitude comme le comportement qui vous permet d'avoir un résultat dont vous ne vous attendez pas. Si vous mangez trop tard et que vous allez au lit et que vous n'arrivez pas à vous réveiller, vous avez deux questions. Soit vous dites vous êtes malade ou vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas à vous lever et vous commencez à traiter alors le symptôme de la fatigue jusqu'à ce que vous vous rendez compte que malgré que vous preniez des médicaments, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Et vous vous posez la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que lorsque je mange, je rentre dans le lit, mon sommeil n'est pas profond? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'habitude de manger et de donner du travail, parce qu'il y a une suite. Donc, du travail à l'organisme. Oui, quand vous finissez d'ingurgiter les aliments, vous n'avez pas fini. Il y a le processus qui continue, la digestion. Mais la digestion, ça prend beaucoup de temps, ce que les gens ignorent. Donc, vous avez fini de manger à 23 h et vous pensez avoir fini très tôt, mais vous rentrez dans votre lit aussitôt parce que fatigué ou même sans réserve. Sans réserve parce que vous avez mangé, vous êtes fatigué dans la journée, donc il n'y a plus d'énergie en réserve. L'organisme a quand même besoin d'un minimum d'énergie pour assurer la digestion. Mais quand cette digestion commence, puisque vous n'avez pas d'énergie, alors il faut aller puiser dans les petites réserves que vous avez partout dans votre organisme. Vous tombez en syncope dans votre salon. Les enfants viennent vous ramasser pour dire « Papa, il fait tard, va dans ton lit ». Parce que tu crois que tu dors, mais tu ne dors pas. Tu es en crise parce que tu n'as pas d'énergie pour faire la digestion, alors que tu as envoyé des aliments pour que ces aliments-là soient digérés. Donc ce cinéma, on assiste à ça et on le vit tous les jours. C'est devenu tellement une habitude que notre cerveau a pris ça comme quelque chose de bien. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, écoute, ce qui t'empêche de venir tôt au boulot, d'être efficace le matin, c'est les comportements que tu as la veille avant d'aller au lit. Il te dira non, tout ça c'est des théories parce que arrêter de manger quand il est tard est très difficile pour lui en ce moment. Vraiment difficile. Donc, et comment donc s'en débarrasser? Alors comment s'en débarrasser est la bonne question. S'en débarrasser est apparemment un peu plus difficile que mettre en place l'habitude. Je vais vous l'expliquer. J'ai parlé tout à l'heure des voies neurales. Les voies neurales, c'est des canaux, c'est des fibres qui relient par exemple l'information qui quitte nos neurones vers le cerveau. Et quand ces voies-là, vous les utilisez, c'est comme un sentier. Plus vous les utilisez, plus ces voies-là se développent. Donc, il y a des habitudes, que ces habitudes-là soient bonnes ou mauvaises. Alors, à force de les répéter, ces voies-là deviennent plus larges. Donc, du coup, quand vous voulez faire ces choses-là auxquelles vous êtes habitué, tellement vous l'avez fait, le canal est très grand et laisse facilement l'information passer. Le cerveau le reçoit, donne des ordres à vos organes et puis ça passe. Maintenant, pour prendre une nouvelle habitude, la première chose, c'est de rédiger la décision que vous voulez prendre. On rédige? Oui, il faut dire ce que vous voulez faire à partir de maintenant. J'avais l'habitude, par exemple, je prends l'exemple que vous venez de donner. J'avais l'habitude de manger à 23 h et je vois que les résultats que cela me permet de produire ne sont pas les meilleurs ou les résultats que je désire. À partir d'aujourd'hui, je décide alors de dîner avant 20 h. Avant 20 h. Donc, c'est une décision que vous avez prise. Si vous n'avez pas pris la décision, vous serez en train de réfléchir. Le changement d'habitude n'est pas dans la réflexion. C'est un acte opérationnel. C'est quelque chose qui se développe, qu'on entretient, qui grossit, et après, ça devient une habitude. Donc, quand vous réfléchissez tous les jours à comment est-ce que je fais pour être à l'heure au boulot, le travail n'est pas là. Il faut prendre une décision pour dire, à partir d'aujourd'hui, je prends mon dîner à 20 h, où que je me trouve. On ne doit pas continuer avec tous les challenges qu'on a aujourd'hui à confondre l'heure à laquelle on est rentré à la maison à l'heure à laquelle on doit dîner. Parce que parfois, malgré toute votre bonne foi, vous vous retrouvez à la maison à 23 h ou à minuit. Et des gens continuent de faire ces confusions. J'attire leur attention, les deux n'ont rien à voir ensemble. Vous pouvez vous retrouver dans votre bureau, prévoir de dîner à 20 h ou à 19 h. Quand il est 19 h, vous avez pris des dispositions, le repas est là, vous le mangez et vous dites à votre cerveau, on a pris le dîner. Ça n'a rien à voir avec l'heure à laquelle on est rentré à la maison. Rentré à la maison. Donc, quand cette décision est prise maintenant, il faut trouver des motivations. Parce que c'est les motivations qui manquent. Comme par exemple, un parent va mettre la chicotte à côté de son enfant pour dire « Tant que tu ne vas pas finir le repas, je vais te frapper jusqu'à… » Mais le jour où l'enfant s'habitue à la chicotte, ça devient une voie neurale, ça devient un chemin qui est créé. Donc la chicotte et manger ont tellement eu de rapport que il s'habitue à manger quand il y a la chicotte. Mais le jour où il n'y a pas la chicotte, l'enfant ne mange pas. Parce que l'élément motivateur, c'est la chicotte. Donc lorsque vous prenez la décision,
il faut rechercher les éléments de motivation. Mais de grâce, il faut que ces éléments de motivation soient à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur de vous. Un exemple d'élément de motivation à l'extérieur de nous, par exemple, c'est la chicotte par rapport à un enfant. C'est la prison? C'est la prison, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a mal fait quelque chose. Je dis toujours, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en prison à défaut. Pas parce qu'ils n'ont pas commis la faute, mais l'objectif de la prison, c'est d'amener la personne alors à prendre conscience de ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Mais vous imaginez qu'on envoie la personne en prison parfois 3 mois après. Et cette personne a pris le temps alors de ne plus créer un grand lien entre la punition qu'on est en train de lui infliger et l'acte que cette personne avait posé. Peut-être que cette personne aurait pu être récupérée de la manière la plus facile avec une maison de rééducation, avec un psychologue ou un psychiatre. Alors je ne dis pas que la solution de la prison n'est pas une bonne solution pour des malfrats ou pour des gens qui commettent des fautes. Mais parfois, dans la pratique, l'utilisation de cette solution est à défaut. Ça ne permet pas d'atteindre l'objectif. Or, l'objectif au départ, c'est de contraindre la personne à changer ce comportement pour devenir quelqu'un de meilleur. Merci, oui. Oui, avant qu'on finisse, on va aller très rapidement. Oui. Et lorsque vous venez à l'étape d'association d'un élément de motivation interne, je dis bien interne, comme par exemple quelqu'un qui doit prendre son dîner avant 20h, un élément de motivation, par exemple, c'est qu'il se dise j'ai une grosse photo qui montre, par exemple, la forme que je peux avoir. Et tous les jours, je regarde cette forme, je dis, waouh, voilà la personne que j'ai envie d'être. Et je regarde ça. Quand je regarde mon miroir, je me regarde, je dis, voilà la nouvelle personne. Intérieurement, tu as beaucoup plus de neurones que tu commandes pour conditionner le cerveau que lorsqu'on met une chicotte pour dire, ne mange pas, ne fais pas ci. Donc, c'est externe. Et plus tard, maintenant, il faut avoir le courage de reproduire ce modèle d'association. Il faut le reproduire, il faut avoir le courage de le reproduire. Et c'est là que je dis aux gens, vous pouvez faire des miracles en peu de temps, dans un changement, mais ça peut ne pas durer dans le temps. Parce que le meilleur changement, c'est un changement qui vous permet vraiment de devenir une nouvelle personne, mais à vie. À vie, voilà. Et voilà un peu comment est-ce qu'on peut mettre en place un processus de changement jusqu'au bout en restant fidèle, en dupliquant le modèle et devenir facilement une autre personne par rapport à ce qu'on était avant. Et donc, c'est vraiment possible. Les mauvaises habitudes, on peut donc s'en débarrasser. Selon vous, coach Marcel Lefond, on ne doit pas envoyer les gens en prison ou punir les enfants. C'est bien cela? Ce n'est pas bien cela, parce que oui, vous me prenez au mot là. Ne pas envoyer les gens en prison, c'est recommandé quand même que des gens qui avaient peur de la prison recommencent à faire ce qu'ils faisaient. Voilà. Pas du tout, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est de ne pas trouver des solutions à défaut. Nous savons que nos États ont des moyens très limités dans ce sens, mais malheureusement, il y a des gens, parce qu'ils sont allés en prison, la prison a aggravé leur situation. Parce qu'aller en prison, c'est pour que vous deveniez une nouvelle personne. Mais quand vous allez en prison et on n'a pas réussi à créer un élément limitatif de votre comportement mauvais, un élément qui est très grand, une image très grande mais profonde, intérieure, qui limite le comportement mauvais, la personne a réussi alors à retrouver de très bonnes situations en prison. Et puis, dès qu'il sort, il a envie de retourner en prison plutôt que de changer son comportement. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond, pour tous ces outils et toutes ces techniques qui vont certainement nous permettre de nous débarrasser tout simplement de nos mauvaises habitudes. Merci et à très bientôt. C'est nous qui vous remercions et vivement la prochaine fois. Vraiment, vivement la prochaine fois. Le grand rendez-vous pratiquement terminé, mais on fait un tour sur la toile. C'est l'heure de l'actu web. Google Play est envahi par des milliers d'applications qui espionnent les enfants. De nombreuses applications présentes dans le programme pour la famille de Google Play tracent l'activité des enfants. C'est le résultat d'une enquête menée par des chercheurs de l'International Computer Science Institute. Selon ces chercheurs, sur les 5855 applications que renferme ce programme, 28% ont accès à des données sensibles et 73% ont déjà transmis des données sensibles. L'étude montre que 256 applications collectent des informations de géolocalisation. 107 partagent l'adresse e-mail de l'utilisateur
et 10 rendent public le numéro de téléphone. Après Facebook, c'est donc Google qui se trouve rattrapé par un scandale relatif aux données personnelles. Une victoire sur les inégalités socio-professionnelles dans le 7e art. Evan Rachel Wood, actrice de cinéma, obtient l'égalité des salaires. L'actrice sera payée comme ses collègues hommes dans la série Westworld. La comédienne et tête d'affiche de cette série américaine aura le même salaire que ses collègues hommes dès la saison prochaine. En apprenant la nouvelle, Evan Rachel Wood s'est dit très émue. Cette décision de la maison de production vise à mettre fin aux inégalités. Le patron de la chaîne a confié à Hollywood que le mouvement Time is Up est à l'origine de cette décision. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU n'est plus. Âgé de 67 ans, le diplomate aurait trépassé des suites d'un malaise, nous apprend Jeune Afrique. La publication parle d'un décès brusque survenu à New York dans la nuit de mercredi à jeudi 19 avril 2018. Le diplomate avait été rappelé pour consultation il y a 3 semaines par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Pour rappel, un vote de la Côte d'Ivoire sur la Syrie avait fait polémique. C'est alors que le 19 mars dernier, sous la pression des représentants chinois aux Nations Unies, l'ambassadeur aurait décidé à la dernière minute de s'abstenir. Un choix délibéré, nous apprend le journal, qui empêche l'audition d'un exposé sur la situation des droits de l'homme en Syrie. Ce sera tout pour cette revue web. À bientôt. Le grand rendez-vous, c'est également la météo. On y jette tout simplement un deuxième coup d'œil pour le compte de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Oui, on lâche tout simplement l'accélérateur, c'est le terminus. On se donne un autre grand rendez-vous demain, 19h, toujours sur BB24. Ciao.